Merci, cher ami. Merci au bureau de la Maforcale de m'avoir invité et ravi d'être parmi mes amis et collègues ici présents. Et je vais parler d'un sujet assez particulier. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas traité. Il y a toujours des surprises. Donc, le poumon et le médicament, qu'en est-il? Alors, les effets secondaires médicamenteux sont un réel problème de santé publique un peu partout dans le monde et ils sont en nette augmentation. L'atteinte respiratoire reste quand même dominée par l'atteinte des voies aériennes. Vous connaissez tous l'œdème bucco-laryngé, la toux, le bronchospasme, mais le poumon peut être concerné. Et quand je dis poumon, je dis le poumon profond, je dis la vraie structure pulmonaire qui participe aux échanges gazeux. Donc quand le poumon est atteint, on peut avoir des formes très variables avec une morbidité et une mortalité qui sont significatives. Donc on parle de pneumopathie médicamenteuse ou de poumon médicamenteux, et certains médicaments causent des entités très particulières, avec les plus connus, je dirais, l'amiodarone et le méthotrexate. Donc, bien entendu, je vais exclure parce que je ne peux pas m'étaler. C'est un très très grand chapitre, donc je ne peux pas parler des voies aériennes, des vaisseaux proprement dit. Je ne parle pas des capillaires qui appartiennent au poumon, ni de la plèvre ou de la paroi thoracique. Vous voyez que chaque structure du système respiratoire peut être touchée. Alors, quelques chiffres. Je n'ai pas trouvé de statistiques marocaines, mais j'ai trouvé que dans divers pays d'Europe, on recense à peu près une centaine d'hospitalisations pour le poumon médicamenteux en tant que premier diagnostic. Et à peu près autant comme diagnostic annexe, c'est-à-dire qu'on n'y a pas pensé mais qu'on l'a retenu dans un deuxième temps. C'est quand même 2 à 5% des hospitalisations, sans parler de l'ambulatoire qui reste quand même sous-diagnostiqué et qui n'est pas comptabilisé dans ces chiffres-là. Le décès est très variable, on l'estime à 0,3%, mais certainement il y a des cas qui nous échappent. Et puis il y a une centaine de médicaments et sincèrement la liste ne cesse d'augmenter avec les nouvelles thérapies, surtout anticancéreuses. Alors le poumon, c'est un organe assez particulier. Pourquoi? Parce que c'est une très grande surface où il y a plusieurs cellules qui sont là pour le défendre, pour réagir. Du coup, il participe au métabolisme des médicaments par plusieurs réactions. Il y a aussi la formation des dérivés oxygénés. On sait très bien qu'ils sont très toxiques, notamment dans les fameux œdèmes lésionnels. Et là, ça engage le pronostic vital. Et même dans le processus de réparation, on peut avoir de nouvelles lésions. On peut également avoir une toxicité directe du médicament, c'est le cas de la bléomycine, des réactions d'hypersensibilité, des réactions immunologiques, et puis des particularités comme la déposition de phospholipides pour l'amiodarone, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et ces mécanismes, ils sont encore très peu connus, ils sont souvent intriqués, et donc on aura un polymorphisme également génétique et des réponses très différentes selon les patients. Et donc, pour résumer la physiopathie, sincèrement, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs réactions et qui peuvent, comme je viens de le dire, s'associer. Alors, de point de vue allergologique, je dirais qu'on a la théorie de l'aptène, ça veut dire que la molécule va se lier à une protéine qui sera portée par une cellule présentatrice d'antigènes pour aller à la rencontre du lymphocyte, et donc la cascade qui va en suivre. Comme on peut avoir aussi des réactions directes, de toxicité directe par le médicament lui-même ou ses métabolites, sans oublier que même l'excipient peut être concerné. Et donc, en conséquence, on va avoir plusieurs lésions possibles. Et ce n'est qu'une liste exhaustive. Donc, dans le poumon, on peut avoir des pneumopathies interstitielles non spécifiques, une fibrose pulmonaire de type PIC, pneumopathie interstitielle commune de très mauvais pronostic, des pneumonies organisées à éosinophiles, de l'hémorragie, de l'œdème. Au fait, tout est possible dans le poumon. Alors, qu'en est-il sur le plan clinique? D'abord, quels sont les facteurs de risque? Parce qu'on ne fait pas tous des pneumopathies médicamenteuses, mais il y a des patients qui sont très à risque, à savoir les âges extrêmes. Donc, un sujet âgé de plus de 70 ans reste un facteur de risque, l'enfant aussi. Des doses élevées, bien que la relation avec la dose n'est pas systématique. La présence d'une oxygénothérapie, d'une radiothérapie, la présence d'un tabagisme et d'une fonction respiratoire au préalable altérée et la préexistence d'une atteinte interstitielle. Et je rajouterai à cela qu'il faut lister les médicaments antérieurement pris parce que certaines associations sont d'autant plus toxiques. Et d'emblée, il faut différencier le patient d'onco-hémato des autres patients parce que vous allez voir, les conséquences elles sont différentes. Alors, sur le plan clinique, il y a très peu de spécificité. Donc, je dirais que s'il y a un risque, il faut dépister, même en l'absence de signes cliniques, il faut aller chercher ces complications. Et devant tout signe clinique, il faut penser aux pneumopathies médicamenteuses, tout en rappelant que c'est un diagnostic, bien entendu, d'exclusion.
Donc le mode de début est très variable, tout dépend du type d'atteinte. Et puis la dyspnée reste au premier plan et quand elle est associée à la toux, donc ça appelle vers le poumon un peu plus. Il faut bien entendu voir les signes de gravité, surtout d'insuffisance respiratoire, et il faut voir les signes généraux et les signes extrathoraciques parce que certaines molécules vont donner en plus de la toxicité pulmonaire une toxicité cutanée ou dans d'autres organes. Alors l'imagerie, c'est encore une fois très variable. Donc ça peut aller d'une image très minime, d'un verre dépoli par exemple, jusqu'aux images qui nous évoquent fortement le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et vous savez là que la mortalité est très élevée. On peut donc avoir des images assez typiques de pneumonie organisée, ce verre dépoli en halo inversé, donc central entouré d'une condensation assez dense. On peut avoir aussi des infiltrats périphériques labiles qui peuvent évoquer le poumon éosinophile, comme on peut avoir des réactions très complexes qui peuvent mener à une pneumopathie d'hypersensibilité, et le médicament peut aussi faire saigner, donc par agression des capillaires pulmonaires, et on peut avoir de l'hémorragie intra-alvéolaire. Alors, devant une atteinte radioclinique, on fera forcément un prélèvement biologique, mais il est très peu contributif. La numération cherche l'éosinophilie, mais sachez qu'on peut avoir des leucocytoses, d'autres anomalies. Le syndrome inflammatoire n'est pas spécifique et peut être absent. On peut avoir une augmentation du LDH. Les prélèvements microbiologiques, c'est surtout pour faire le diagnostic différentiel parce que l'infection est à écarter. Et puis, pour chercher la gravité, on verra ce qu'il y a des stigmates d'insuffisance respiratoire sur une gazométrie qui s'impose dès que la dyspnée devient sévère. Alors, quelle place au dosage médicamenteux? Comme j'ai dit tout à l'heure, la relation avec la posologie en elle-même n'est pas systématique. Par contre, on arrive à l'examen clé, je dirais. Une fois que vous avez vu ces anomalies au scanner, il faut, quand on peut bien entendu, faire une bronchoscopie avec un lavage bronchulo-alvéolaire. C'est un examen très important et pour cause. On verra déjà la cellularité, ce qui peut nous orienter. Et on verra un petit peu le profil cellulaire tout à l'heure. Et puis on fera le lavage bronchulo-alvéolaire. Pourquoi? Parce qu'on peut porter le diagnostic d'emblée d'une hémorragie intra-alvéolaire ou d'une lipoprotéinose alvéolaire ou d'autres atteintes donc, qui vont être compatibles avec le scanner, ce qui nous permettra de retenir le diagnostic final. Et surtout, et quand on peut le faire, il faut faire une biopsie transbronchique. Donc on va prélever du poumon profond et là on peut avoir une lésion spécifique, une pneumopathie interstitielle non spécifique, une pneumopathie organisée, mais reste la question, est-ce que c'est la maladie sous-jacente qui a donné cette lésion ou est-ce que c'est finalement le médicament, bien qu'on le laissera toujours en dernier de fil, je dirais. Pour avoir de meilleurs fragments, il est recommandé de faire de la cryobiopsie pour une meilleure analyse histologique. Alors voilà, le lavage va montrer, des fois macroscopiquement on sait que ça saigne, mais il faut quand même le confirmer par des colorations spéciales, comme on peut avoir l'éosinophilie sur le LBA, qui porte le diagnostic. Alors justement, on s'attend à quoi au LBA? On peut être orienté. Vous avez par exemple le profil lymphocytaire, donc par exemple quand on a les malades d'oncohémato, on va incriminer le méthotrexate, la tazotioprine, le cyclophosphamide, la bléo, mais bon la liste elle n'est pas exhaustive, mais ce sont les médicaments les plus utilisés. Le malade donc non oncohémato, vous voyez par exemple un nitrofurantoïde, je dirais un médicament très banal pour les patients, mais qui peut donner une toxicité pulmonaire par exemple et qui va donner une alvéolite lymphocytaire. L'alvéolite APNN, encore une fois la bléo, vous voyez elle est en force, elle est là. Ou encore chez le patient non oncohémato, donc la myodarone, vraiment c'est une molécule à pister, il faut vraiment voir est-ce qu'il y a un risque de pneumopathie médicamenteuse. Comme on peut avoir, et c'est ce qu'on attend le plus, l'alvéolite à éosinophile, là encore on va retrouver la bléomycine, comme on peut retrouver d'autres molécules, des antibiotiques et autres. Et puis l'hémorragie intra-alvéolaire, on va surtout incriminer les différents cytotoxiques, sans oublier l'amphotéricine B qu'on donne assez fréquemment chez ces patients-là. Et puis, donc, la liste est encore très longue. Donc, les réactions de cytotoxicité qu'on va suspecter sur la présence de pneumocytes altérés avec beaucoup de PNN. Et encore une fois, vous allez trouver la bléomycine et le méthotrexate pour ne citer que ceci. Et donc là, on va se dire, devant cette atteinte, est-ce que la pneumopathie médicamenteuse est possible? Donc, il nous faut des critères d'imputabilité. Donc, comment faire cela? On va voir est-ce qu'il y a une documentation de l'exposition, c'est très important. Est-ce que ce patient a bénéficié par chance d'un bilan respiratoire pré-thérapeutique? Et vous allez voir qu'il faut vraiment le faire, parce qu'on le fait
peu, d'accord? Donc il faut sensibiliser les prescripteurs à le faire pour certaines molécules. Est-ce que la chronologie est évocatrice ou pas? La sémiologie radioclinique, je dirais qu'elle est très peu évocatrice, mais je dirais tout signe radioclinique doit faire évoquer dans un contexte de prise médicamenteuse la possibilité d'une pneumopathie médicamenteuse. Mais avant tout, il faut exclure l'infection, parce que le terrain y est favorable le plus souvent, un OAP, l'affection sous-jacente elle-même, elle peut donner cette lésion. Et puis, si on a une documentation d'une prise antérieure avec la disparition ou la régression des symptômes, c'est encore un argument qui va appuyer la possibilité de poumons médicamenteux et bien entendu la présence d'épisodes similaires. Ensuite, on va aller sur des critères dits intrinsèques et extrinsèques. Les critères intrinsèques, donc, c'est des critères rapportés donc, sur le plan chronologique entre l'administration et la survenue de l'événement respiratoire, rendant le poumon médicamenteux suggestif compatible ou non. Sur les données sémiologiques vraisemblables ou pas, d'accord? Et donc, sans vous alourdir par ceci, donc ce sont des schémas, ce sont des algorithmes travaillés par donc des travaux de recherche pour nous amener à dire est-ce qu'il y a assez de critères d'imputabilité. Donc, le début des signes, donc si c'est avant la prise du médicament, sincèrement, ça va devenir incompatible. Et si c'est après la prise du médicament, donc il faut voir est-ce qu'il y a eu des épisodes précédents, donc si oui, c'est suggestif, si c'est non, eh bien, est-ce qu'il y a des signes d'idiosyncrasie, si c'est oui, c'est suggestif, si c'est non, c'est compatible. Et donc, il faut finir le raisonnement. Ensuite, on va aller sur l'imagerie. Si les opacités sont localisées avec présence d'excavation, on va penser plutôt infection, maladie elle-même comme les vascularites, et donc ça va devenir incompatible. Sinon, est-ce qu'il y a un caractère migratoire? Le LBA et l'examen clé, donc poumon éosinophile, etc. Si les atteintes sont diffuses, donc l'antériorité des signes, si c'est moins de 8 jours ou plus de 2 mois, de toutes les manières, on va retomber sur un raisonnement qui va se baser sur un pivot qui est le... Ensuite, les critères extrinsèques, donc on va aller sur le fameux site Pneumotox que je vous invite à installer. C'est une application gratuite très très utile et vous allez avoir accès aux articles qui décrivent les réactions de toxicité médicamenteuse. Et donc l'effet édinotoire quand on a plus de 10 cas publiés est connu quand on en a entre donc moins de 10 et puis quand ce n'est pas décrit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Vous pouvez toujours révéler une nouvelle atteinte du médicament. Et donc, c'est très très simple. Vous mettez le nom du médicament et vous allez avoir plein de références et de renseignements. Bon, je vous passe des détails parce que c'est des calculs, c'est des algorithmes pour évaluer la plausibilité de la pneumopathie médicamenteuse sur la base des arguments, donc de critères intrinsèques. Et ensuite, on va sommer les deux pour avoir la probabilité et l'imputabilité finale. Donc, au total, si on dit que l'imputabilité, elle est possible, je rappelle que c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, aller sur l'infection, la maladie elle-même, etc. Ensuite, on va voir est-ce qu'on est sur un patient d'onco-hémato ou autre. Pourquoi? Parce qu'on va discuter le retrait dans la plupart des cas, définitif ou pas, mais que ça aura des retombées très importantes chez les patients d'onco-hématologie. Donc, vous imaginez que ça ne peut pas être discuté à l'échelle individuelle, c'est plutôt des discussions collégiales, c'est très important. Et il y a un autre point qu'on oublie souvent dans notre pratique courante, c'est quoi? C'est de déclarer ses effets à la pharmacovigilance. Dites-vous que vous pouvez aider à détecter plus certains médicaments, voire à révéler de nouvelles atteintes de poumons médicamenteux. Et donc là, je vais m'attarder sur certaines molécules parce qu'il faut les connaître. Combien de patients sont sous amiodarone? Quand même assez. Et l'amiodarone donne une entité clinique assez particulière avec une prévalence relativement importante. Et la prévalence augmente avec la dose. Si vous avez un patient qui prend 200 mg par jour, le risque est de 0,1 à 0,5. Par contre, quand on passe à des doses plus élevées, notamment de 1200 mg, vous voyez que le risque il est de 50%, ce qui est énorme. Et il est important de voir si le patient a reçu une dose de charge, parce que là, il y a un risque d'atteinte aiguë et très précoce, souvent sévère. Et ça concerne ici particulièrement l'homme de plus de 40 ans. Alors le plus souvent, il va s'agir d'une forme subaiguë en quelques semaines à quelques mois et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Donc c'est des patients à suivre. Les symptômes ne sont pas spécifiques, la biologie non plus, mais l'atteinte scanographique a une certaine particularité. Quand vous voyez une image comme ça, dite en arcade, avec ces épaississements septaux, ces infiltrats, ça peut évoquer, mais vous allez me dire, c'est pas spécifique parce qu'on peut voir cet aspect dans plusieurs pathologies.
Cependant, quand on injecte le produit de contraste, il y a une hyperdensité particulière qu'on peut retrouver également dans d'autres organes comme le foie, qui va dépasser 70 unités en Sfield et qui est assez en faveur en cas de prise de l'amiodarone vers une pneumopathie médicamenteuse à celui-ci. Alors, le lavage, on le fera pour le diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de phospholipides. Alors, on peut trouver des macrophages spumeux, parce qu'ils sont imprégnés par l'amiodarone, d'accord, qui se lie aux phospholipides. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a toxicité, ça veut dire juste qu'il y a de l'amiodarone dans la circulation qui a atteint les poumons. Donc, on va encore revenir sur un raisonnement logique pour pouvoir retenir ou non le poumon médicamenteux. Donc cette atteinte du poumon profond, donc de l'alvéole, va gêner le passage des gaz du sang à travers la membrane alvéolo-capillaire et vous imaginez qu'on aura des anomalies, notamment de la diffusion du CO, et c'est un paramètre très précocement altéré, donc on peut dépister chez des patients à risque par des mesures de la DLCO et puis par des explorations complètes à la détection de troubles restrictifs. Alors que faire? Il faut normalement arrêter ce médicament, et bien sûr en concertation avec les cardiologues. La corticothérapie n'est pas systématique, mais pourrait être indiquée pour les atteintes sévères. Et puis, il n'y a pas de consensus, mais quand on démarre la corticothérapie, souvent on aura besoin de doses prolongées. Pourquoi? Parce qu'on a une longue vie d'élimination de l'amiodarone. L'amélioration est obtenue rapidement au bout de 1 à 3 mois, mais le sevrage doit être très prudent car il y a risque de rebond. La résolution complète des images qu'on a vues tout à l'heure au scanner est la règle, mais on peut avoir des évolutions vers la fibrose. Enfin, les patients sévères admis en hospitalisation pour des formes graves peuvent avoir une mortalité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont des chiffres quand même assez élevés, 20 à 30%. Alors, deuxième molécule, donc on voit fréquemment chez nos patients, c'est le méthotrexate, c'est l'apanage des oncologues, des rhumatos, des dermatos, et ça touche quand même 4% des patients. Alors, il n'y a pas de corrélation entre le développement du poumon médicamenteux et la durée du traitement ou avec la dose cumulative, mais souvent, ça survient dans la première année de prise. Et les facteurs de risque, en plus de l'âge et de l'atteinte fonctionnelle respiratoire, commune, je dirais, il y a la présence d'une PID préalable, le diabète et l'hypoalbuminémie. La clinique n'est pas spécifique. À la biologie, il y a beaucoup d'éosinophiles et à l'imagerie, on a des infiltrats diffus de répartition très homogène qui peuvent toucher vraiment tout le poumon. On peut avoir des adénopathies réactionnelles ou une pleurésie réactionnelle. Et l'exploration va montrer encore une fois une restriction, une baisse de la DLCO et il faut vite rechercher des stigmates d'insuffisance respiratoire. Alors la bronchoscopie peut montrer des lésions, spécifiques de PINS, de granulomatose même, ou des phénomènes d'hypersensibilité, mais restera toujours la question, est-ce que c'est la maladie sous-jacente? Parce que le métaux, si on donne pour une maladie pourvoyeuse de PID, de PINS, ma foi, ce sera vraiment difficile. Donc il faut discuter le fait de rattacher ceci aux médicaments, mais surtout la bronchoscopie va écarter l'infection donc à plusieurs germes, dont le pneumocystis, et le profil donc est très variable, allant de la lymphocytose vers l'éosinophilie ou la neutrophilie. Alors le traitement, c'est la grande discussion parce que, par exemple, les rhumatos adorent le méthotrexate, il est très efficace pour l'atteinte articulaire, mais quand le poumon est atteint, sincèrement, la balance, voilà, il faut rediscuter le bénéfice. Normalement, il faut arrêter le médicament et indiquer une corticothérapie dès lors que l'atteinte elle est sévère. Il y a eu des tentatives de réintroduction du méthotrexate, mais il y a un risque pour la deuxième fois d'une mortalité plus importante en cas de récidive. Donc là, vous voyez l'étendue de l'atteinte, c'est aussi une atteinte très très importante, diffuse et homogène. Un autre médicament, donc qui n'est pas des moindres, la bléomycine, c'est des tableaux radiocliniques très variables allant de la pneumonie organisée aux pneumopathies d'hypersensibilité, des formes nodulaires, donc tout est possible avec les médicaments. Alors là, par contre, la posologie, elle est importante, puisque pour une dose cumulée de moins de 300, le risque est moindre, et plus de 500, le risque touche quand même à 20% des patients. C'est très important. Le sujet âgé, l'insuffisance rénale, le tabagisme actif, la présence d'une radiothérapie est un autre facteur de risque. Donc le diagnostic va être encore une fois un diagnostic d'exclusion basé sur les éléments radiocliniques et fonctionnels. Et le traitement est encore une fois basé sur l'éviction, et là la corticothérapie est fortement recommandée. Et vous voyez la bléomycine, c'est très très variable, ça peut aller d'un dommage alvéolaire diffus, voilà, aux formes de fibrose débutante, et là c'est les moins bons, aux formes nodulaires localisées, voilà, donc là c'est un autre cas de fibrose qui peut être extensive et donc de plus en plus grave. Voilà, la liste elle est très très longue et vous allez voir que pour une molécule, on peut avoir plusieurs atteintes possibles. Donc, discussion collégiale pour une bonne décision quant au traitement.
Et voilà, j'arrive aux molécules d'aujourd'hui, aux molécules qui nous posent problème, donc les biothérapies largement utilisées, ces médicaments qui sont rarement pourvoyeurs de pneumonie médicamenteuse, mais avec l'élargissement de leur utilisation, on commence à en voir de plus en plus. La PR, première maladie concernée, le rituximab, ensuite les anti-TNF, et voilà, donc la liste est très très longue. Alors un petit mot sur le rituximab, en général ça survient dans les 2 semaines suivant la perfusion et souvent vers la 4e cure. Ça peut donner des formes graves avec une mortalité de 13%, mais il y a également les formes chroniques de meilleur pronostic. Les patterns radiocliniques sont très variables, il y a une lymphocytose, mais dès qu'on suspecte qu'il y a une réaction au rituximab, il faut l'arrêter. Alors, les anti-TNF, encore une fois, vous allez voir la polyarthrite rhumatoïde, surtout quand ils ont été préalablement traités au méthotrexate. Donc, déjà, la prise du méthotrexate est un facteur de risque en lui-même. Ça démarre en général dans les 2 premiers mois de traitement, avec des tableaux très variables, une atteinte lymphocytaire au LBA et une restriction avec troubles de diffusion. Quand on fait la biopsie pulmonaire, donc on peut avoir des pins ou des pics, donc les pneumopathies interstitielles communes sont très fibrosantes avec une survie très, très basse. Donc là, il faut discuter les antifibrosants carrément quand on retient ce diagnostic. Les PIN, c'est très corticosensible quand même, mais il y a le profil fibrosant. Comme on peut avoir des tableaux aigus de dommages alvéolaires diffus. Donc il faut arrêter cette molécule pour espérer avoir la résolution complète qui n'est l'apanage que de 30% des patients, sinon c'est la fibrose et l'insuffisance respiratoire. Au-delà des PID, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des réactions qui feront comme une sarcoïdose. Et on ne pourra jamais savoir si elle préexistait ou c'est le médicament qui l'a donné, mais en général, ce sont des éléments de bon pronostic. Les vascularites, donc les capillaires pulmonaires peuvent être atteints et on peut même avoir des anticorps antinucléaires positifs et donc il faut raisonner pour voir si c'est une entité en elle-même ou si c'est un médicament. Donc en pratique, il faut vraiment évaluer les patients et s'il y a un facteur de risque, il faut faire des explorations fonctionnelles respiratoires. C'est très important parce que si la CVF est inférieure à 60% ou que la DLCO est inférieure à 40% lors de l'évaluation, ou si dans le suivi on a des pertes de 10% de CVF ou de 15% de DLCO, là c'est des patients à risque. Alors le test de marche de 6 minutes n'a pas été validé et puis le scanner thoracique doit être fait systématiquement devant tout patient symptomatique ou avec des anomalies fonctionnelles respiratoires. Et on va continuer à surveiller les patients cliniquement et sur le plan fonctionnel. Alors voilà, là c'est les différentes biothérapies avec les différentes atteintes. Vous voyez que c'est quand même tout un raisonnement. Alors les traitements, je ne peux pas tout aborder, il y en a plein, des plus simples aux plus rares, rarement utilisés. Mais un petit mot quand même sur la thérapie ciblée. Voilà des thérapies de plus en plus accessibles aujourd'hui, comme les inhibiteurs de l'EGFR. Donc tout dépend des doses administrées. Le PS du patient, un patient altéré, c'est un patient à risque de faire des réactions aux médicaments. Et quels sont les médicaments qu'il prend déjà avant cette thérapie? Donc l'erlotinib, le gefitinib, donc ça donne des formes très très sévères avec une mortalité importante, 40% quand même, et il faut donc arrêter et démarrer une corticothérapie au plus vite. Les inhibiteurs de l'ALK, pareil, donc arrêter le médicament et démarrer la corticothérapie. Les anti-VEGF, donc c'est aussi un risque, mais moins décrit. L'immunothérapie, et ma foi, vous commencez à avoir des atteintes pulmonaires, des atteintes cutanées. Donc, il faut faire un raisonnement pour voir est-ce qu'on doit suspecter le poumon médicamenteux. Alors, les dernières recommandations de l'ESMO, je prendrai encore 1 minute parce que ça me semble très important. C'est quoi une atteinte de grade 1? C'est une atteinte qui est asymptomatique, donc on a dépisté le poumon médicamenteux. Alors, on va voir l'arrêt du traitement, on va le discuter. La corticothérapie n'est pas systématique. Si on a une bonne réponse, c'est bon et on peut rediscuter la réadministration de la molécule. Sinon, c'est qu'on est passé au grade suivant. Alors, c'est quoi le grade 2? C'est qu'on a un patient symptomatique mais qui n'altère pas, ces symptômes n'altèrent pas sa qualité de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, on va arrêter la molécule, on mettra des corticoïdes, donc à 1 à 2 mg par kilo par jour. On peut discuter l'antibiothérapie parce qu'ils sont à risque d'infection, voire même des prophylaxies au triméthoprime, sulfaméthoxazole. Et puis, on va faire le suivi. Si c'est bon, on commence la dégression après 4 à 6 semaines. Et si c'est pas bon, c'est qu'on passe vers le grade 3. Le grade 3, c'est quoi? C'est que vraiment, ce sont des symptômes importants qui altèrent la qualité de vie, avec possibilité de recours à la ventilation et des images très étendues. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Même raisonnement, donc oxygénothérapie systématique,
Et puis on va voir l'évolution pour la dégression, sinon c'est qu'on est arrivé au grade le plus grave, c'est le 4, c'est-à-dire c'est des patients qui risquent même d'être intubés et ventilés. Et du coup, c'est une grande urgence, on va démarrer les corticoïdes et on passe directement à 2 mg par kilo par jour. Et en cas de mauvaise réponse, on peut discuter les immunosuppresseurs. Voilà. Et donc là, c'est les patients de moins bon pronostic. Donc pour finir, les pneumopathies médicamenteuses ne sont pas rares, ça reste un diagnostic d'exclusion vu la non-spécificité des tableaux radiocliniques. Et le problème qui se pose, c'est faut-il arrêter le médicament, et c'est souvent le cas. Un petit mot parce que c'est maintenant les oncologues qui nous sollicitent le plus, je dirais. Donc les recommandations de l'ESMO 2022, c'est qu'il y a un manque, donc déclarez vos cas, ça va aider. Il faut une discussion pluridisciplinaire, il faut faire le diagnostic différentiel et surtout, il faut arrêter, dans la plupart des cas, l'agent en cause, d'où l'intérêt de la prévention, puisqu'il y avait une étude quand même qui a montré que quand on sensibilise les médecins sur le risque de pneumopathie médicamenteuse, ils dépistent plus. Il faut connaître les facteurs de risque, faire le bilan nécessaire, discuter en RCP et n'oubliez pas la pharmacovigilance. Alors enfin, si le proverbe français dit « vaut mieux prévenir que guérir », le proverbe mexicain que j'ai trouvé m'a plu, il vaut mieux prévenir que regretter. Et je vous remercie.